et à tous. Je vais présenter ce projet qui en anglais s'appelle Hosting Media Bias. En français, on pourrait dire le biais qui s'invite. Et ça parle du biais politique dans le paysage audiovisuel en France. Juste 2 mots sur moi. Comme Nicolas a déjà dit, je vais soutenir ma thèse la semaine prochaine. Je suis encore en thèse avec Nicolas ici à l'INA et avec Julia que j'ai à Sciences Po. Et la thèse porte sur l'économie politique de médias. En termes d'autres choses que j'ai fait, j'étais en échange cette année, en échange académique à Harvard. Et avant ça, j'ai fait 2 masters en économie, un à Londres et un à Paris. Et j'ai fait une licence un peu interdisciplinaire en relations internationales en Allemagne avant. Et à partir d'octobre, je vais commencer un poste en termes comme inspecteur à la Commission européenne pour investiguer l'usage d'algorithmes de l'intelligence artificielle sur les grandes plateformes et les réseaux sociaux. Et en termes de qu'est-ce que j'ai fait dans ma thèse, j'ai fait à peu près 4 papiers, donc 4 projets de recherche. Le premier était sur juste pour expliquer ça un peu, en économie, on fait plusieurs projets de recherche et ils ne sont pas forcément liés par le même sujet, mais plutôt par le même centre d'intérêt. Et pour moi, c'était l'économie politique des médias et le populisme politique de l'autre côté. Donc le premier projet de recherche, c'était sur la consommation, ou plutôt le fait de ne pas consommer la télévision publique en Allemagne de l'Est sur le succès électoral de l'extrême droite en Allemagne de l'Est. Le deuxième projet, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Ça porte sur l'influence des propriétaires et des journalistes sur le biais politique en France. Et on essaie de distinguer un peu les deux. Le troisième projet, s'intéresse pour le fait que en fait, l'électorat de l'extrême droite a une tendance de donner moins souvent et moins en termes d'argent aux associations charitables en France et ailleurs. Le quatrième, c'est plus proche à ceux que je vais faire après. C'est une coopération avec AFP Factuel, donc avec l'agence France Presse. Et on regarde si le fact-checking sur les réseaux sociaux, sur Facebook ici, est efficace pour réduire un peu la désinformation sur les réseaux sociaux. Et voilà, à la Commission européenne, je vais continuer ce travail-là pour mieux comprendre comment les algorithmes qui sont utilisés par les grandes plateformes interagissent avec la désinformation, mais aussi avec d'autres choses qui menacent la démocratie ou bien la société. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième projet qui se base aussi sur les données de l'INA, comme déjà invoqué. Pourquoi on s'intéresse pour un biais politique en général dans la société et dans la recherche? Le premier constat est que l'attention des gens, mesurée par le contenu consommé par les gens dans les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, est capturée par un petit nombre d'entreprises globalement. Ça peut être des réseaux sociaux, mais c'est aussi des chaînes télé et des journaux. Ça en soi, ça peut poser un problème si les entreprises et les propriétaires des entreprises imposent leur vision politique sur ces médias-là. Et le premier constat, c'est ça après pose un problème si dans une démocratie, c'est important que les gens soient exposés à plusieurs opinions politiques pour qu'ils puissent se former une opinion politique et après voter d'une manière informée. Et ce pluralisme, ça peut prendre deux formes globalement. Soit les médias différents que les gens regardent et consomment. Chaque média a une ligne éditoriale précise. Donc le pluralisme, ça vient du fait qu'on peut consommer différents médias. Ça, c'est un peu le pluralisme externe, donc entre les médias. Mais, et ça, c'est la vision qui est plutôt inscrite dans la loi en France et ailleurs, d'avoir un pluralisme interne. Ça veut dire que pour une chaîne donnée et pour un média donné, il y a plusieurs opinions différentes qui sont représentées dans ce média-là, et les gens c'est pas important de consommer plusieurs médias, mais on peut en consommer un seul média, et donc un pluralisme interne dans un média. Dans ce contexte-là,
on va comparer l'influence des propriétaires, de owners, et des journalistes, de hosts, qui produisent l'émission, pour comprendre qui est le plus important pour comprendre le biais politique en France. Comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de journalistes qui produisent des émissions. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui définissent les lignes éditoriales. Et notre mesure de biais politique ici, qui est toujours relative, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue qu'on peut définir ici étant chercheur, c'est on va comparer les temps-paroles des gens qui étaient invités de parler dans une émission. Et donc ça, c'est notre mesure de biais politique. Voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, je vais parler un peu des données qui viennent de l'INA. Donc, grand merci à l'INA ici pour ça. Et après, il y a un peu des stades qui sortent de ça et du travail qu'on a fait avec ces données-là. Et la deuxième partie, c'est un peu plus analytique et plus qui porte sur les résultats et les conclusions qu'on peut tirer de ces données-là. Donc, comme Nicolas a déjà dit, nous, on se base sur les notices de l'INA et on prend les 18 ans entre 2002 et 2020 pour les 20 chaînes télé et stations radio les plus importantes en France. Donc, ça sont ici 14 chaînes télé. Je pense que vous connaissez la plupart d'ici. Et aussi les 6 stations radio. Et en termes de contenu, ce qu'on a, je vais vous montrer un exemplaire tout de suite. On sait le titre, longueur, la date, et le plus important pour nous, qui étaient les gens qui étaient les journalistes qui ont produit l'émission, qui étaient les gens qui sont intervenus. Deux mises à garde ici. Le premier est que même si on a les données depuis à partir de 2002 jusqu'à 2020 ici, nous on va se baser sur un échantillon qui est plus court. On va commencer en 2005, qui est le fait qu'avant il y a des chaînes en 2005 il y a beaucoup de chaînes qui apparaissent en raison de la TNT. Donc il y a des chaînes qui commencent en 2005. Et la deuxième raison pourquoi on s'arrête en 2019, on aurait bien aimé de continuer les travaux encore plus longtemps, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent après dans le paysage médiatique en France. Mais malheureusement, il y avait quelques documentalistes qui ont pris leur retraite et qui n'étaient pas remplacés à l'INA. Donc nous, on n'a pas des notices pour ces chaînes-là, je pense qu'y compris Europe 1 et BFM Télé, si je ne me trompe pas. Donc c'est dommage. Et si on avait eu ces postes-là, je pense qu'on aurait pu faire des travaux encore plus importants sur les questions qui sont récents et liés au biais politique en France, par exemple par rapport au rachat d'Europe 1. Et ici aussi, grand merci aux documentalistes. Je ne sais pas s'il y a des documentalistes dans la salle, mais c'est vraiment ce travail-là qui nous a permis de constituer cette base de données et de travailler avec. Et j'ajoute aussi que moi, je ne suis pas français, et je pense qu'au niveau international, c'est assez unique d'avoir une base de données si grande et si détaillée. Donc, à quoi ressemblent des données? Ça, c'est des captures d'écran de l'Inatech, inatech.fr. Je pense que peut-être que vous connaissez ça. C'est très utile si vous voulez chercher une émission donnée et la notice qui est liée à cette émission. Donc ça, c'est pour une chaîne, ici c'est Canal+, pour une journée donnée à chaque émission. Et pour une émission donnée, on sait le titre, longueur, quand ça a commencé. Et le plus important pour nous, c'est ici, le générique, ça nous dit qui étaient les gens, le producteur, le réalisateur et les rédacteurs qui ont produit et conceptualisé cette émission, et qui étaient les participants, donc les gens qui sont intervenus sur l'écran. Et après, pour certaines émissions, on a aussi le découpage par minute de combien de temps chaque invité était sur le plateau. Donc ça sont les données brutes. Donc du coup, pour nous, pour l'angle qu'on prend dans ce projet de recherche, le plus important, c'est qu'on a des journalistes, on connaît les journalistes, et le journaliste principal d'une émission, mais aussi le journaliste pour une sous-émission,
Et en total, ça fait un très grand nombre, donc 40 000 de journalistes. Et en fait, on va revenir sur ça, mais en fait, les journalistes qu'on observe, pour presque la moitié, on les observe pour plusieurs médias. Donc une fois, je sais pas, sur France 2, et après sur France 5, ou bien pour plusieurs chaînes télé ou stations radio. Et pour les invités, les guests, on sait, là on a à peu près 300 000 invités différents et un assez grand nombre des apparitions, donc des émissions où ils sont passés. On peut faire avec ça, un constat qui est important, c'est que en termes qu'est-ce que c'est une apparition pour nous, un passage à la télé ou à la radio, c'est soit la personne est venue et a donné un interview, soit la personne a donné une conférence de presse et c'est quelques secondes ou quelques minutes de cette conférence de presse qui est montrée à l'écran. Donc pour nous, on ne distingue pas vraiment entre les deux parce que c'est comme ça dans les notices. Donc c'est vraiment le temps de parole qui compte ici, que c'est les gens qui ont eu le droit de parler d'une manière ou de l'autre. Ça vous n'étonne pas, je pense que c'est assez concentré. Donc c'est un petit nombre de gens qui accumulent la plupart des apparitions. Donc ici, c'est les grands hommes politiques, les présidents et les premiers ministres. Et aussi au niveau de sport, hors du monde politique, c'est plutôt des gens du sport, Didier Deschamps par exemple. Donc juste avec ces données sur les invités, on peut faire quelques studies. Là, on se base sur le thésaurus de l'INA, donc ça veut dire le dictionnaire de gens qui passent à la télé, qui nous donne quelques informations sur leur profession, donc parce qu'il y a une petite description de gens. Donc on sait à peu près qu'un quart des gens qui passent à la télé, ils sont liés au monde politique. C'est des hommes ou femmes politiques ou des conseillers politiques, par exemple. Un quart, c'est à peu près des gens qui sont eux-mêmes, par exemple, des journalistes qui sont invités comme des experts pour parler sur un sujet, par exemple. Et après, d'autres domaines comme le entertainment et quelques chercheurs, par exemple. La deuxième chose qui est intéressante, c'est juste parmi ça, c'est que des invités, c'est pas les journalistes. Juste parmi les invités, quel est le taux de femmes? Et deux constats ici. Globalement, ça augmente dans la période. Ça reste assez bas. Et il y a un écart entre les invités qui ne sont pas politiques et les invités politiques qui est devenu moins important au fur du temps. L'exercice la plus difficile ou plus important pour nous en même temps, c'est de classifier les invités qui passent à la télé. Donc, et nous, on fait ça de deux manières. On fait ça pour les hommes et femmes politiques, et on fait ça pour les gens qui ont, eux, une opinion politique qui est assez claire, mais qui ne sont pas des hommes politiques à un moment donné. Nous, on appelle ça des politically engaged non-politicians, genre de pen-ups. Et ça, c'est assez en termes de ce qui était fait avant dans la recherche sur le biais politique. Ça n'était pas encore fait vraiment. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on ajoute dans ce contexte-là. Comment on fait pour rassembler les partis politiques en France sur une période de 20 ans? On se base sur un sondage des experts politiques qui, eux, font des classements des partis politiques. Et ça nous permet d'avoir 6 familles politiques pour rapprocher un peu les partis politiques en France. C'est l'extrême gauche, les Verts, la gauche, la droite, les libéraux, pardon, au centre, et l'extrême droite. Donc pour les hommes et femmes politiques, c'est assez simple encore. On prend toutes les listes électorales qu'on a, donc pour les élections législatives européennes, sénatoriales, etc. Et à chaque fois, l'affiliation politique peut changer au fur et à mesure, donc au fil du temps.
par exemple, si quelqu'un a changé le parti politique, on se base aussi sur une autre base de données qui trace l'affiliation politique des parlementaires pour savoir quand ils changent leur alliance au Parlement. Et pareil pour les gens qui entrent en gouvernement, on les considère comme d'avoir le même couleur politique que le gouvernement en soi. Pour les PENOPS, donc les invités qui sont politiques mais pas des hommes politiques, on se base sur 3 sources. La première est est-ce qu'ils ont été invités aux universités d'été des partis, c'est quand même un indicateur assez fort que la personne soit proche au parti politique. Est-ce qu'ils ont publié et contribué aux think tanks, donc genre aux fondations politiques, par exemple au Terra Nova ou autres think tanks, ou bien est-ce qu'ils ont signé des éditos pour appeler aux gens pour voter pour un candidat dans une élection présidentielle. Et tout ça nous permet de classifier les invités. Et est-ce que ça a bien marché ou pas? Donc voilà, ici à gauche, vous voyez des gens qui parlent le thésaurus de l'INA. Ils sont considérés comme hommes et femmes politiques. Donc ici, on réussit à classifier presque tout. Et pour la plupart d'ici, quand on ne classifie pas, en fait, on a vérifié que au moment que la personne est passée à la télé, elle n'était plus homme ou femme politique. Donc, que ça soit... Parce qu'on veut bien pas classifier les gens ici. Et pour les gens qui ne sont pas classifiés politiquement, enfin qui sont pas qui n'ont pas la politique comme profession, qu'on ne les classifie pas, et les gens ici qui sont en haut, qu'on a classifié quand même, on a à peu près vérifié que effectivement, ça sont des gens qui, par le thésaurus du Lila, ne sont pas considérés comme des hommes politiques, mais au moment où ils passent à la télé, parce que le thésaurus est statique, ça ne bouge pas au fil du temps, ils ont changé profession, ils sont devenus en politique, Éric Zemmour par exemple. Donc voilà, ça c'est le travail de classifier les invités pour après avoir une mesure de biais politique. Et là, je vais vous montrer 2 coupages. Ça c'est en temporel. Donc on voit assez bien que globalement, on va le changement en gouvernement parce que le parti au gouvernement a plus de temps-parole à la télé et à la radio. Et on voit aussi, donc ça c'est globalement la tendance qu'on observe, et aussi l'arrivée de Macron au pouvoir en 2017. Et je n'ai pas la graphique ici, mais ici on enlève le temps-parole du gouvernement ici. En fait, c'est à peu près stable ici, autour de 30% pour la gauche et la droite. Et je me permets de dire ici qu'on va aussi légèrement, enfin, on va aussi augmenter déjà jusqu'à ça c'est, on s'arrête ici en 2020, donc je n'ai pas encore compris les années récentes, que le temps-parole de l'extrême droite a augmenté au fil du temps. Et on peut faire un exercice pareil. Ici, on a ordonné les chaînes par le temps-parole pour les partis de gauche. Donc, plus en haut, c'est la radio ou la chaîne télé la moins à gauche. Et ici, la plus à gauche. Et ça peut être intéressant. Je vous laisse regarder ça un petit moment. Mais en gros, on a découpé par famille politique, entre l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, les temps-parole pour des partis politiques. Et ça, c'est pour toute la période. On a aussi mis ensemble des chaînes qui ont changé de nom, donc CNews, iTélé. Voilà, donc ça sont les données brutes qu'on a. Et maintenant, on a utilisé ça pour faire plusieurs exercices. Et je vais vous présenter 2 résultats qui sortent de ça. La première, c'est une question de pouvoir explicatif pour comprendre les biais politiques. Et c'est celle de, si on regarde une émission de télé, c'est quoi le plus important pour comprendre les biais politiques, pour prédire le biais politique d'une émission? Est-ce que c'est la ligne éditoriale, donc le propriétaire, ou est-ce que c'est la personne, le journaliste qui a produit, qui a fait cette émission?
Et la deuxième question qu'on va regarder vite fait, c'est le rachat de Bolloré, de 3 chaînes par Bolloré, et l'impact que ça a eu sur le biais politique et sur les journalistes qui travaillaient sur ces chaînes-là. Donc, là, j'ai enlevé tout le maths et je vais essayer de l'expliquer en termes simples ce qu'on a fait. En fait, nous, on prend ces données-là, on estime un modèle où il y a 3 facteurs globalement. Le premier facteur, c'est l'effet que le propriétaire a sur la ligne éditoriale et sur le biais politique sur une chaîne. Donc, c'est vraiment l'influence du propriétaire. Le deuxième, ça, c'est le compliance. C'est le propriétaire qui force les journalistes de s'adapter à la ligne éditoriale. Et en même temps, il y a les compositions, donc la composition. C'est le fait que les journalistes qui travaillent sur une chaîne, eux, ils ont déjà des opinions politiques propres à eux et qui se voient aussi dans les émissions. Et après, il y a un troisième effet qui est un peu plus difficile à expliquer en français, mais c'est un peu le rattachement des journalistes qui ont, eux, par exemple, un journaliste de droite qui préfère de travailler pour une chaîne de droite. Donc, ils sont plus probables de se mettre avec une chaîne de droite. Donc, ça, c'est la sorting, ou bien la covariance. Donc, en gros, nous, on va estimer tous les 3 effets et regarder un peu qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion sur toute la période. Petit point ici, 2 points. Première, c'est que pour bien pouvoir estimer ça, pour distinguer par exemple le fait du propriétaire du fait du journaliste, on a besoin de journalistes qui travaillent pour plusieurs chaînes. Parce que si tous les journalistes travaillent que pour la même chaîne tout le temps, on ne peut pas distinguer les deux. Donc nous, on va se baser sur les movers, les gens qui bougent entre les chaînes, pour pouvoir estimer, pour distinguer l'effet d'une chaîne de l'effet d'un journaliste. Et deuxième point, pour pouvoir estimer ce modèle, on a quand même aussi besoin de gens que le fait de bouger change le biais politique. Si ça ne change pas le biais politique, on va pas grand-chose. Donc on va regarder ça. Ça, c'est plutôt pour une audience scientifique, mais c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est par rapport à l'idée qu'on a besoin de gens qui bougent entre les chaînes. Et en fait, ça, c'est, comme vous voyez ici, ça, c'est un réseau des chaînes télé et stations radio en France, qu'on a coloré par si c'est une chaîne plutôt de gauche ou de droite. Donc très rouge, c'est plutôt de gauche. Et voilà, ça va comme ça. Et ici, on arrive à une chaîne plutôt de droite. Et ils sont liés s'il y a des journalistes qui bougeaient entre les deux. Ici, pour une période donnée, ici, c'est entre 2015 et 2020. Et il y a plusieurs choses qui sortent. Déjà, c'est assez dense. Il y a du mouvement entre plusieurs chaînes, même entre des chaînes très à gauche et très à droite. Et deuxième chose, c'est que en fait, il y a des journalistes qui bougent partout, et il y a beaucoup de journalistes qui bougent. Donc c'est à peu près en moyenne, un journaliste travaille pour plus qu'une chaîne. Donc et pour nous, ça c'est bien parce que ça nous permet d'estimer les deux l'effet d'une chaîne et l'effet d'un journaliste. Et la deuxième chose, c'était par rapport quand un journaliste bouge, elle change à la chaîne, est-ce qu'il change aussi le biais politique? Est-ce que ça a un impact sur le biais politique des émissions qu'on observe? Et ça, c'est le cas. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est quand un journaliste change la chaîne, est-ce que les émissions qui sont liées à ce journaliste-là changent le temps de parole? Et en plus, un truc que vous ne voulez pas voir ici, c'est que ça c'est déjà, par exemple, un journaliste qui était déjà à gauche change et après il reste à gauche. Et donc ce qui est assez bien, qu'en fait, il y a quand même un effet d'adaptation du journaliste au moment qu'il bouge. Voilà, donc maintenant, la partie qui suit maintenant, c'est on prend les effets fixes d'une chaîne, donc le biais politique qu'on estime pour une chaîne donnée, et on les compare. Et en même temps, on a estimé les effets fixes des journalistes. Donc on va faire des exercices avec les deux.
La première chose qu'on peut faire, c'est on compare les effets fixes pour une chaîne, donc le biais politique net de l'effet journaliste, pour la première période, donc ici en 2005, et à la fin de notre période, donc en 2019. Et ici, les petites flèches que vous voyez, ça indique un peu le mouvement qu'on observe. Et là, si vous regardez ça de loin, la première chose qui sort, en fait, il y a une polarisation. Donc avant, en 2005, les chaînes étaient plus proches qu'en 2019. Donc les chaînes se sont dispersées un peu. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que nous, on peut distinguer si ce mouvement vient du fait qu'il y a plus d'hommes politiques qui sont de droite, par exemple. Donc est-ce que la polarisation utilise plutôt les hommes et femmes politiques, ou bien est-ce que c'est les experts qui ont des opinions politiques sont utilisés pour faire bouger les chaînes ici et pour polariser le paysage audiovisuel. Et ça, c'est un truc qu'on voit. Donc ici, c'est un peu difficile à lire peut-être. Ça, c'était avec tous les invités qu'on a classifiés politiquement. Et par exemple, si vous regardez CNews, on voit assez bien qu'à la fin de la période, c'est assez à droite, mais au début, c'était plutôt au centre. Et si on enlève les gens qui sont des experts, qui ont des opinions politiques, qu'on a classifiées, en fait, CNews n'a pas beaucoup bougé. Donc c'est assez important de faire ce boulot, de classifier aussi des gens, de regarder les opinions politiques de gens qui ne sont pas des hommes et femmes politiques, mais quand même ont des opinions politiques assez claires. La deuxième chose, maintenant on se base plus sur les chaînes, mais maintenant on regarde les effets fixes des journalistes. Ça, c'est un peu plus difficile à montrer parce qu'on n'a pas une vingtaine de journalistes, mais on a plusieurs mille de journalistes qui bougent. Donc là, on fait juste un exercice on prend les 1000 effets fixes des journalistes et on regarde un peu les caractéristiques des journalistes qui ont un effet plus à gauche ou plus à droite. Ici, c'est pour le temps-parole de la droite. Et la première colonne ici, je m'excuse que c'est un peu difficile à lire, mais en gros, il y a plusieurs trucs qui sortent, qui est que, en fait, si c'est un effet à gauche, ça veut dire que la caractéristique fait que la personne est moins probable d'être de droite. En gros, ce qui sort ici, c'est que les femmes et les jeunes sont plus à gauche que les hommes et les plus âgés. Et la deuxième chose qui sort d'ici, c'est aussi pas si facile à comprendre. Là, on ne regarde pas si une personne est de gauche ou de droite, on regarde juste la déviation de zéro, donc le pouvoir d'un journaliste de dévier de la ligne de la chaîne. Et ça, c'est dans un sens une indication pour le pouvoir d'un journaliste de dévier de la chaîne, donc un peu le pouvoir de négociation pour un journaliste. Et ça ne nous étonne pas que les journalistes qui passent plus souvent à la télé, ils peuvent plus dévier, parce qu'ils sont plus populaires. Et c'est similaire pour des gens, je pense que c'est difficile à lire, des gens qui font des animations un peu plus niches, donc qui ne sont pas dans le mainstream d'un média, et parce qu'eux, ils ont moins des constraints pour suivre la ligne de la chaîne. Et donc, c'est quoi les résultats du premier est polarisation. Deuxième, c'est polarisation, et c'est important de regarder les gens, les experts politiques. Deuxième point, deuxième conclusion ici, c'était on peut aussi faire des exercices avec les caractéristiques des journalistes pour comprendre qui est plus à gauche et plus à droite. Troisième chose, et après je vais permettre, c'est le dernier tableau que je montre, c'est on peut faire une sorte d'exercice pour voir quel est le plus important. Est-ce que c'est la chaîne qui est plus important et est-ce que c'est le journaliste qui est plus important pour un biais politique? Et la seule chose à regarder ici, en fait, c'est de comparer ce chiffre-là, avec ce chiffre-là. Donc, est-ce que, en termes de pouvoir explicatif, les chaînes expliquent à peu près 75% du biais politique qu'on observe, et les journalistes, c'est à peu près autour de 10%. Donc, pour reprendre à la question, c'est la ligne éditoriale qui est beaucoup plus importante que le journaliste.
Et en même temps, un effet qui est important, c'est le fait que les journalistes qui sont, par exemple, de gauche, préfèrent de travailler pour une chaîne de gauche. Donc ça, c'est la dernière ligne ici, qui joue aussi pour comprendre les biais politiques. Un petit mise à garde ici, c'est que en fait, ici, on suit l'hypothèse que les chaînes, la ligne éditoriale peut bouger tous les 2 ans. Donc, parce que c'est aussi ce qu'on observe avec les rachats des médias, que les lignes éditoriales bougent. Par contre, les journalistes, nous, on assume qu'ils ont des opinions à peu près fixes et qui ne peuvent pas bouger. Donc il y a un effet mécanique qui fait... Donc c'est mieux de ne pas interpréter les chiffres comme la vérité absolue, mais ça nous donne une indication globale sur ce qui se passe dans les médias. Voilà, deuxième partie des résultats. Donc là, on a parlé de la polarisation des effets fixes des journalistes et du pouvoir explicatif, le fait que en fait, c'est la ligne éditoriale qui domine. Et maintenant, on va regarder de près un exemple que pour une audience française, je pense que c'est assez connu. C'est le rachat de 3 chaînes par Vincent Bolloré et le changement d'une ligne éditoriale et l'effet que ça a eu sur les biais politiques. Donc ça, c'est assez connu, je pense. Et aussi, donc Vincent Bolloré, en 2015, il a racheté le groupe Canal+. Donc c'était iTélé à l'époque, D8, c'est devenu C8 et Canal+. Et juste par ce qu'on a entendu, voilà, ça a eu un impact sur la ligne éditoriale de ces chaînes-là. Et en fait, c'est ça qu'on trouve dans les données. Je vais prendre un peu de temps pour expliquer cette graphique, parce que c'est pas évident. En fait, ça, c'est chaque point. Qu'est-ce que pour le temps-parole de la gauche et le temps-parole de la droite, et de la temps-parole des partis extrêmes, donc l'extrême droite et l'extrême gauche, et relative aux toutes les autres chaînes qui servent comme un groupe de contrôle ici, pour contrôler pour le mouvement des temps-parole pour tous les partis qu'on a vus tout à l'heure dans la période. Donc on a contrôlé pour ça. Ici, c'est le rachat. C'est la période jusqu'avant le rachat, donc c'est le point relatif, donc on parle toujours par rapport à ça. Et ce qu'on va clair assez clairement, c'est qu'après le rachat par Bolloré, les chaînes de Bolloré, ils ont bougé à droite. Et ça, c'est un point de détail, mais ça contrôle déjà pour l'effet fixe d'une chaîne et un journaliste qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est vraiment que le changement dans la ligne éditoriale qu'on observe ici. On a déjà purgé dans un sens l'effet des journalistes sur le biais politique. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est, OK, il y avait un changement politique. Ça, je pense, sur les chaînes Bolloré, je pense que ça n'étonne pas beaucoup de monde ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec les journalistes qui travaillaient sur la chaîne avant? Et ce qu'on fait ici, c'est juste la probabilité pour un journaliste sur les chaînes Bolloré de encore travailler sur la même chaîne 1 an après, comparé aux toutes les autres chaînes. Donc si c'est 0, ça veut dire que 1 an après, un journaliste, il est ici. La probabilité que un journaliste sur une émission travaille déjà sur la même chaîne l'année avant, c'est la même que pour les autres chaînes. Et ce qu'on voit assez clairement, c'est qu'après 2015, il y avait des journalistes qui ont quitté la chaîne Bolloré dans le sens que nous, on ne les observe plus dans les notices. Donc ils sont disparus dans le sens des notices. Et la prochaine question, c'est où est-ce qu'ils vont? Et un truc intéressant qui sort, c'est qu'en fait, ça c'est la même graphique, mais pour la probabilité qu'un journaliste a disparu, dans le sens qu'ils sont plus dans aucune notice sur aucune émission sur une autre chaîne de télé ou une station radio. Ça peut être lié au fait que ces journalistes-là ont commencé à travailler pour un journal, par exemple, mais si on assume que en tout cas, ça indique que les journalistes qui travaillaient sur les chaînes Bolloré, ils ont changé leur métier dans un sens,
ou bien ils ont abandonné l'audiovisuel, en tout cas. Donc, c'est une indication pour un impact assez sévère sur la vie des journalistes en question. Si on fait des comparaisons avec, on regarde un peu plus des caractéristiques des journalistes qui ont arrêté l'audiovisuel dans le sens qu'on ne les retrouve plus dans les notices, c'est plutôt les plus jeunes et les femmes qui ont arrêté. Donc, voilà. La deuxième chose, un peu plus difficile à comprendre, on peut voir si les journalistes n'ont pas disparu, mais ils continuent à travailler pour une chaîne. C'est une chaîne plutôt de gauche ou de droite. C'est un peu cryptique, le Q1 et Q4. Mais ici, c'est des chaînes qui sont plutôt de droite. Ça, c'est des chaînes plutôt de gauche. En fait, ils ont commencé à travailler plutôt pour des chaînes de gauche. Ce qui n'étonne pas parce que le mouvement était quand même vers à la droite. Et la dernière chose par rapport au rachat de Bolloré qui est intéressant, là on se passe plus sur les données d'Elina, mais c'est les données immédiat. Mais c'est quand même intéressant de vous regarder un peu le changement en contenu qui a eu lieu après le rachat. Ça c'est pour CNews. On voit que les news et l'information étaient remplacés par des talk shows. Donc, ça c'est le temps d'Athènes qui est dédié à l'information ou des talk shows. Et ça, c'est d'un point de vue économique, c'est intéressant parce que l'information coûte assez cher à produire. Il faut envoyer des gens sur terrain, il faut faire des recherches. Par contre, des talk shows et inviter des invités qui parlent et qui viennent souvent sans un salaire important, ça ne coûte pas si cher. Et ça, c'est aussi un effet qui a un effet important du rachat. Donc, globalement, pour récapituler de ce qu'on peut dire sur le rachat, il y avait un mouvement à droite, et il y a quand même pas mal de journalistes qui avaient dû arrêter leur métier dans l'audiovisuel à cause de ça. Et les journalistes qui ont quitté les chaînes Bolloré, ceux qui n'ont pas arrêté, ils sont allés plutôt aux chaînes de gauche. Voilà, ça c'est la petite présentation des travaux qu'on pouvait faire avec les données du lien. Et merci pour Alina pour l'opportunité de présenter ces travaux et de pouvoir les mener sous la direction de Nicolas. Et si vous avez des questions, je serai heureux de répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Salut, merci pour la présentation. Alors, j'ai une mémoire de poisson rouge, alors je vais te poser une question sur la fin. Notamment, là, comme tu disais, il y a plus de talk show, que ça vaut moins cher, tout ça. Est-ce que tu as des données sur les chiffres d'affaires du groupe Canal, les frais de fonctionnement, la marge, pour mettre en lumière ça? Est-ce que ça a permis à cette chaîne d'être plus rentable? Et sous-question, est-ce que tu as aussi des informations sur les différences de part d'audience depuis que ce groupe est racheté par Vincent Bolloré? Juste on a ça au niveau global, on a ça pas au même niveau de granularité qu'on a pour les émissions. Donc on ne sait pas pour chaque émission est-ce que ça a bien marché de changer le format au niveau d'audience. Donc ce que je dis ça, là c'est vraiment, je me base plutôt sur un aperçu global. Et si que en fait ça a bien marché, dans le sens que c'est rentable de pas dépenser trop d'argent sur l'information. Et en termes de est-ce que les gens aiment bien regarder des émissions de talk shows de 3 heures où il y a des opinions polarisées qui coûtent pas cher mais qui peuvent être intéressants, en fait ça semble avoir marché. Mais ça c'est hors du cadre de cette étude-là, mais globalement c'est quand même l'impression que j'ai. Et ça soit aussi dans les données, enfin ça soit dans les chiffres d'affaires
des chaînes en question et dans le chiffre d'audience pour les chaînes. J'ai une question. Tu parles des chaînes, donc est-ce que tu as regardé aussi les autres chaînes d'infos pour voir si cette tendance au talk show se retrouve également dans d'autres chaînes d'infos, ce qu'on pourrait imaginer, et pour voir aussi si CNews a été précurseur, enfin, a plutôt commencé à faire beaucoup plus de talk show avant les autres, si ça a influencé le reste. C'est une très bonne question. Là, on ne va pas ça parce que c'est, en fait, on s'arrête ici en 2018. Je pense que c'est à cause de l'échantillon restreint. Donc, je ne sais pas trop la réponse pour en termes de contenu, mais je pense qu'avoir vu quelque part qu'en fait, il y a des autres chaînes d'information qui ont suivi. Par contre, on sait assez bien que pour le temps-parole de l'extrême droite, ça, c'était le cas. Donc, il y a quand même des autres chaînes qui ont suivi ce chemin, sauf que les chaînes de Bolloré, ils ont augmenté le temps-parole de l'extrême droite encore plus. Donc les autres chaînes, ils sont ici le groupe de contrôle. Donc malheureusement, je n'ai pas la graphique avec les données brutes, mais on voit quand même à partir de 2015 que le temps-parole de l'extrême droite augmente. Et il augmente encore plus pour les chaînes Bolloré. Mais pour estimer un peu un effet causal, on prend ça comme groupe de contrôle et comme référence. Mais c'est vrai que globalement, on pourrait faire l'argument que ça a déclenché un mouvement vers la droite ou vers l'extrême droite. Toutes les chaînes le font, ça c'est une hypothèse, ou une autre hypothèse, c'est les chaînes le font parce que CNews a lancé la machine, enfin les influences, quoi. Oui, c'est valable. C'est pour nous c'est difficile de dire. Donc ça, c'est un peu conservatif dans le sens que on essaie de ne pas prendre de ne pas s'exprimer là-dessus. Petite question, un petit peu dans la lignée de ce qui vient d'être dit. Bolloré a été écouté auditionné par le Sénat il y a quelques mois. Est-ce que tu peux leur envoyer ton étude ? Il y avait plusieurs choses qui étaient étonnantes dans ce qu'il a dit. La première chose est qu'il n'a pas changé la ligne éditoriale de ses chaînes. Ça, c'est faux, selon nos données. Et la deuxième chose qu'il a dit, et ça c'est un peu plus intéressant parce qu'on ne peut pas dire que c'est exactement faux, c'est que ses investissements dans les médias, c'était rentable. Et on n'a pas les données pour regarder ça de près, mais c'est tout à fait possible que c'était rentable. Et après, s'il se pose la question au niveau de la société, si c'est rentable, pour lui c'est bien, mais est-ce que c'est une bonne chose au niveau de la société? Et ça, je pense que ça c'est une autre question. Donc tu dois leur envoyer ta télé. Je pense que Julia, elle était assez engagée dans l'idée de faire connaître les résultats. Je suis étonnée par le faible chiffre de la covariance. 17%, en fait... voilà, pour la gauche. L'effet, oui. Oui, pour la gauche, et même 20%. Voilà, le fait que les journalistes soient dans des médias qui correspondent à leurs opinions, en fait, ça donne un effet qui est finalement assez faible. Comment avez-vous fait pour mesurer ça ? Donc, en gros, c'est un bon point. En fait, il faut penser que, à l'effet que la chaîne est déjà de gauche et le journaliste est de gauche, disons. Il y a encore un effet qui s'ajoute par le fait qu'il y a un pair gauche-gauche. Et ça, c'est ce chiffre-là. Donc, ça semble faible, mais en fait, c'est juste l'effet supplémentaire qui est un match. Voilà. Et très bonne question, merci. Pas négliger le fait que là on est dans l'audiovisuel et purement dans l'audiovisuel. Il y aurait des chiffres pour la presse écrite. Je pense qu'on aurait une polarisation plus forte et que... Oui, ça c'est mon biais politique.
Merci. Mais c'est pas que gauche-gauche, c'est la même logique applique pour droite-droite, par exemple. Sinon, je reste à votre disposition s'il y a encore des questions. Et encore un grand merci à Lina et aux organisateurs du Grand Écran.